En 1947, un jeune berger bédouin lança une pierre dans une grotte près de la mer Morte, entendit quelque chose se briser à l'intérieur, puis s'y aventura pour découvrir d'anciennes jarres en argile contenant des rouleaux de cuir enveloppés dans du lin. Ces rouleaux se révélèrent être les plus anciens manuscrits bibliques connus, datant de plus de 2000 ans. Ils allaient devenir la découverte religieuse la plus controversée de toute l'histoire de l'humanité. Pendant 70 ans, les plus grands spécialistes de la planète les étudièrent sans parvenir à répondre aux questions les plus troublantes qu'ils soulevaient. Pourquoi une même grotte contenait-elle plusieurs versions totalement différentes d'un même livre sacré? Puis, en 2020, des scientifiques séquencèrent de l'ADN ancien extrait directement des peaux animales sur lesquelles les rouleaux avaient été rédigés. Ce qu'ils découvrirent ne surprit pas seulement le monde universitaire. Cela bouleversa tout ce que les chercheurs pensaient savoir sur la Bible, son origine réelle et la manière dont elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Le mystère que personne ne pouvait résoudre. En 1947, un jeune berger bédouin lança une pierre dans une grotte près de la mer Morte et entendit quelque chose se briser. Lorsqu'il pénétra dans la cavité, il découvrit des jarres en argile. À l'intérieur se trouvaient des rouleaux, des textes rédigés sur des peaux animales enveloppées dans du lin et restés cachés dans l'obscurité pendant près de 2000 ans. Le monde entier qualifia cette découverte de plus grande trouvaille archéologique du XXe siècle. Mais ce qui suivit ne fut pas un triomphe, ce fut le chaos. Les rouleaux n'avaient pas survécu intacts. Ils s'étaient fragmentés en environ 25 000 minuscules morceaux. Aucun titre, aucun numéro de page, aucun moyen de savoir quel fragment appartenait à quel manuscrit. Certains étaient plus petits qu'un timbre-poste et ne contenaient qu'une seule lettre. La majeure partie du matériau original avait disparu à jamais, réduite en poussière dans les grottes bien avant sa découverte. Les chercheurs ne disposaient alors que de 3 outils: l'analyse de l'écriture, l'examen visuel du parchemin et des hypothèses éclairées. C'est sur cette base que reposèrent 70 années de recherche sur les textes religieux les plus importants jamais découverts. Et c'est là que les choses deviennent plus sombres. Lorsque des chercheurs assemblaient 2 fragments qui n'allaient pas ensemble, ils créaient un faux texte. Ils faisaient dire à un ancien prophète des paroles qu'il n'avait jamais prononcées. Des arguments théologiques entiers furent construits sur des documents qui n'avaient jamais existé. Les chercheurs connaissaient ce risque. Ils ont pourtant continué, car ils ne disposaient d'aucune autre méthode. Pendant 4 décennies, l'accès à ces fragments fut contrôlé par un minuscule groupe de spécialistes. Pas une équipe internationale ouverte, mais un cercle très restreint qui décidait qui pouvait voir les rouleaux, qui pouvait publier des découvertes et quelles conclusions le monde avait le droit de connaître. Tous les autres chercheurs de la planète en étaient exclus. Le professeur d'Oxford Geza Vermes, l'un des plus grands spécialistes des rouleaux de la mer Morte, s'est lui-même vu refuser l'accès. Il déclara publiquement que personne en dehors de ce cercle ne savait même quel document existait réellement. Ces mots furent sans détour. Personne ne sait ce qu'il y a là-dedans. L'ampleur d'un tel scandale est difficile à mesurer. L'homme qui dirigeait ce cercle fermé était John Strugnell, de l'université Harvard. Il consacra pratiquement toute sa carrière à contrôler l'accès aux plus importants textes religieux juifs jamais découverts. Il finit par être renvoyé, non pas à cause du secret entourant les rouleaux. Il fut licencié après avoir accordé une interview dans laquelle il qualifiait le judaïsme de religion horrible. Cet homme fut le gardien de ces textes pendant des décennies. Et ce n'est pas tout. Tandis que les chercheurs légitimes étaient tenus à l'écart, les faussaires inondaient le marché. Après 2002, au moins 70 faux fragments des rouleaux de la mer Morte furent mis en vente. En 2020, les 16 fragments exposés au musée de la Bible à Washington furent officiellement identifiés comme des contrefaçons modernes réalisées à partir de vieux morceaux de cuir et d'encre récente, artificiellement vieillis pour paraître antiques. Des chercheurs furent trompés, des institutions dépensèrent des millions. C'est dans ce contexte que les scientifiques spécialisés dans l'ADN allaient intervenir. Mais avant que la science puisse corriger quoi que ce soit, elle devait affronter la théorie qui dominait ce domaine depuis 70 ans. Une théorie qui comportait un problème dont personne ne voulait parler. La théorie qui dominait le monde. Pendant 70 ans, la réponse semblait évidente. Les rouleaux de la mer Morte avaient été rédigés par un groupe appelé les Esséniens. Les Esséniens étaient décrits comme une communauté juive rigoureuse qui avait rejeté la société dominante pour se retirer dans le désert. Ils vivaient dans un établissement appelé Qumran, tout près de l'endroit où les rouleaux avaient été découverts. Selon les récits anciens, ils suivaient des règles religieuses extrêmement strictes, ne possédaient rien individuellement et consacraient leur existence à copier des textes sacrés. Lorsque l'armée romaine marcha sur Jérusalem en l'an 68 de notre ère, l'histoire raconte que les Esséniens cachèrent toute leur bibliothèque dans les grottes voisines afin de la protéger.
Puis Rome arriva. Les Esséniens furent anéantis et les rouleaux restèrent cachés pendant près de 2000 ans. C'était une histoire simple et convaincante. Les universités l'enseignaient, les documentaires la répétaient et les musées la présentaient comme un fait établi depuis des décennies. Il n'y avait qu'un seul problème. Le mot « essénien » n'apparaît pas une seule fois dans les rouleaux de la mer Morte. Pas une seule. À travers 25 000 fragments et des centaines de manuscrits, le groupe censé avoir rédigé l'ensemble de ces textes n'a jamais utilisé ce nom pour se désigner lui-même. 70 ans de recherche fondés sur un nom que les auteurs supposés n'ont jamais employé. Alors d'où venait ce nom? De deux auteurs antiques, l'un nommé Joseph et l'autre Pline l'Ancien. Tous deux vivaient à l'époque romaine il y a environ 2000 ans et ont écrit au sujet d'un groupe juif qu'ils appelaient les Esséniens. Mais aucun d'eux n'a jamais vécu parmi ce groupe. Aucun n'a expliqué précisément d'où provenaient ces informations. Certains historiens pensent qu'ils se sont simplement copiés l'un l'autre, répétant la même description non vérifiée. D'autres estiment que leur récit reposait sur des rumeurs. Toute la théorie essénienne, celle qui a dominé la recherche mondiale pendant 70 ans, reposait sur deux auteurs dont les affirmations n'ont jamais pu être confirmées. Puis, une chercheuse nommée Rachel Elior exprima ce que beaucoup craignaient en silence, sans jamais oser le dire publiquement. Elior était professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, et sa conclusion était simple. Les Esséniens n'ont jamais existé en tant que groupe réel et distinct. Selon elle, Joseph les avait soit entièrement inventés, soit tellement déformés que ce nom ne possédait aucune valeur historique. Si elle avait ne serait-ce que partiellement raison, alors tout le cadre théorique qui avait guidé l'étude des rouleaux de la mer Morte pendant 70 ans reposait sur un groupe qui n'avait jamais existé. 70 années perdues. D'autres chercheurs ont vivement contesté cette idée, mais aucun n'a pu répondre au problème central qu'elle soulevait. Ce nom n'était pas dans les textes, il ne l'avait jamais été. Alors que ce débat faisait toujours rage, une autre théorie commença à gagner du terrain. Et si les rouleaux n'avaient rien à voir avec des ermites du désert? Et s'ils avaient été rédigés par des prêtres de Jérusalem eux-mêmes, des hommes évincés du pouvoir? Voici ce qui s'est passé. Jérusalem possédait un grand prêtre, une fonction considérée comme sacrée et réservée à une lignée familiale précise choisie par Dieu. Mais une dynastie dirigeante appelée les Hasmonéens s'empara de cette fonction par la force. Ils ne provenaient pas de la lignée légitime. Pour les prêtres qui détenaient autrefois cette charge, il ne s'agissait pas d'un conflit politique, mais d'un crime religieux. Certains de ces prêtres dépossédés auraient quitté Jérusalem, furieux, en emportant avec eux leurs textes sacrés jusqu'à Qumran. Pas des marginaux, pas des mystiques, des initiés. Des hommes qui avaient autrefois occupé une place centrale dans la vie religieuse juive et qui vivaient désormais en exil, cherchant à préserver ce qu'ils considéraient comme un héritage détruit par une classe dirigeante corrompue. Et il existe un détail auquel la théorie essénienne n'a jamais apporté de réponse satisfaisante. Certains rouleaux découverts dans les grottes sont plus anciens que la colonie de Qumran elle-même. Des textes étaient déjà déposés dans ces grottes avant même l'existence supposée de la communauté essénienne. Quelqu'un d'autre utilisait ces lieux auparavant, personne ne sait qui. Cette théorie a survécu non pas parce que les preuves étaient solides, mais parce que trop de carrière et de réputation dépendaient de sa validité. Puis, deux personnes se rencontrèrent dans un bus et tout commença à s'effondrer. La conversation qui a tout changé. En 2012, deux professeurs de l'université de Tel Aviv se retrouvèrent assis côte à côte dans un bus lors d'une journée d'accueil universitaire. L'un était Oded Rechavi, biologiste moléculaire spécialisé dans l'ADN, ce code génétique unique présent dans tous les êtres vivants. L'autre était Noam Mizrahi, spécialiste des textes bibliques qui travaillait depuis des années sur les manuscrits de la mer Morte. Mizrahi commença à lui expliquer le problème qui avait vaincu tous les chercheurs avant lui. 25 000 fragments. Aucun moyen fiable de les associer correctement. Des morceaux étaient régulièrement assemblés à tort, créant de faux textes ensuite publiés et étudiés comme d'authentiques documents antiques. Depuis 70 ans, la discipline se battait contre ce problème sans véritable avancée. Rechavi posa alors une seule question. De quoi sont faits les rouleaux? De parchemin, répondit Mizrahi. De la peau animale. Rechavi s'arrêta. Il réfléchit un instant, puis prononça une phrase qui allait tout changer. Alors, le parchemin contient de l'ADN. Chaque animal ayant vécu possède une empreinte génétique unique inscrite dans ses cellules. Cette empreinte ne disparaît pas simplement parce que l'animal est mort et que sa peau a été transformée en parchemin. Si deux fragments provenaient du même animal, leur ADN correspondrait. S'ils provenaient d'animaux différents, ce ne serait pas le cas.
Plus d'opinions, plus de suppositions, plus de comparaisons d'écriture sujettes à interprétation. La génétique fournirait une réponse claire et définitive, impossible à obtenir avec les méthodes traditionnelles. C'était l'idée la plus importante dans la recherche sur les rouleaux de la mer morte depuis 70 ans, et elle venait d'un biologiste assis dans un bus qui n'avait jamais étudié les textes anciens de sa vie. Mais l'enthousiasme ne dura pas longtemps. Les rouleaux étaient considérés comme sacrés par plusieurs communautés religieuses à travers le monde. Personne n'était autorisé à les découper, les gratter ou à prélever le moindre matériau sur une surface portant de l'écriture. Or, toutes les méthodes d'extraction d'ADN développées par les scientifiques au fil des décennies nécessitaient un prélèvement physique sur l'objet étudié. Toutes ces méthodes étaient donc totalement exclues. Il semblait n'y avoir aucune solution. Puis ils découvrirent la poussière. Au fil des décennies de manipulation et de stockage, de minuscules particules de parchemin s'étaient naturellement détachées des fragments et accumulées au fond de leur contenant de conservation. Cette poussière était invisible à l'œil nu, mais elle contenait encore du matériel biologique ancien provenant de la peau animale dont elle était issue. Les scientifiques recueillirent soigneusement cette poussière uniquement sur les bords vierges et les zones endommagées où aucun texte n'était présent. Puis l'emmenèrent dans certains des laboratoires les plus contrôlés au monde. Combinaison intégrale de protection, salle hermétique où la pression de l'air était maintenue plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur afin qu'aucune contamination ne puisse pénétrer. Chaque outil et chaque surface étaient stérilisés à la lumière ultraviolette après chaque utilisation. Le même niveau de précaution appliqué aux matériaux biologiques les plus précieux et irremplaçables au monde était désormais utilisé pour des fragments d'anciennes écritures sacrées. Mais même cette poussière n'était pas pure. Toutes les personnes ayant touché ces rouleaux au cours des 70 dernières années avaient laissé leur propre ADN. Chercheurs, restaurateurs, faussaires, trafiquants du marché noir, membres du cercle fermé qui contrôlait l'accès pendant 4 décennies. Tout leur matériel génétique se retrouvait mélangé à l'ADN animal ancien dans cette même poussière. Les scientifiques durent identifier informatiquement puis éliminer toute cette contamination moderne afin de retrouver le signal génétique antique enfoui en dessous. Et cet ADN ancien avait subi 2000 ans de dégradation. Le processus de fabrication du parchemin en avait déjà détruit une grande partie au niveau moléculaire. Ensuite, une encre à base de fer avait été appliquée directement à sa surface et le fer endommage l'ADN au contact. Puis vinrent 2000 ans passés dans une grotte désertique, avec des variations de température, d'humidité et des minéraux qui attaquaient tout ce qui restait. Lorsque les scientifiques tentèrent finalement d'accéder à ce code génétique, presque tout avait disparu. Il fallut 7 ans, des centaines d'échantillons et des milliers d'heures de travail en laboratoire. Puis, les résultats arrivèrent. La première découverte paraissait presque trop simple pour être importante. Pourtant, elle détruisit une certitude acceptée sans discussion depuis 70 ans. L'ADN affirmait que c'était faux. Presque tous les fragments analysés provenaient de moutons et non de chèvres. Toutes les correspondances établies jusque-là à partir de l'apparence ou de la texture du parchemin avaient été réalisées en prenant le mauvais animal comme référence. Des années de travail minutieux reposaient sur une erreur que personne n'avait détectée parce que personne ne l'avait vérifiée. Mais ce n'était pas cette découverte qui allait tout faire basculer. 2 fragments se révélèrent être en peau de vache. Or, les vaches ne peuvent pas vivre dans le désert de Judée. Une vache a besoin de dizaines de litres d'eau douce chaque jour. Elle a besoin de pâturage et de vastes espaces herbeux. Le désert près de la mer Morte n'offre que de la roche, du sable et presque aucune eau. C'est l'un des environnements les plus hostiles de toute la région. Une communauté vivant à Qumran n'aurait jamais pu élever du bétail. Le terrain ne pouvait tout simplement pas le permettre. Cela signifiait que ces 2 fragments n'avaient pas été fabriqués à Qumran. Ils venaient d'ailleurs, d'un endroit où l'eau était abondante, d'un endroit doté de pâturage, d'un lieu totalement différent du désert de Judée, très probablement situé près de Jérusalem, à environ 32 km de là. Ce seul résultat détruisait complètement la théorie essénienne. Il ne l'affaiblissait pas, il la brisait. Les preuves génétiques démontraient au-delà de tout doute scientifique que les rouleaux de la mer Morte ne provenaient pas tous du même endroit. Certains avaient été rédigés ailleurs, puis transportés dans le désert par quelqu'un. Maintenant, réfléchissez à ceux qui les ont transportés. Rome assiégea Jérusalem en l'an 68. La ville tomba et brûla en l'an 70. Des habitants s'enfuirent avec tout ce qu'ils pouvaient emporter. Certains transportèrent leurs textes les plus sacrés à travers plus de 32 km de désert pour atteindre ces grottes. L'ADN nous dit que ces personnes ont existé. Il nous dit que leurs animaux paissaient sur des terres fertiles proches d'une grande ville. Il ne peut pas nous donner leur nom. Il ne peut pas nous dire s'ils ont survécu.
Les rouleaux ont atteint les grottes. Les personnes qui les transportaient, fuyant une ville en flammes avec des soldats à leur trousse, n'y sont probablement jamais revenues. Et il y avait encore autre chose que l'ADN révéla. L'un de ces fragments en peau de vache avait déjà été associé par des chercheurs à un fragment en peau de mouton et intégré au même rouleau. Cette correspondance avait été publiée, acceptée et étudiée pendant des années comme un document antique unique. L'ADN prouva qu'elle était totalement fausse. 2 fragments provenant de 2 animaux différents et de 2 régions différentes avaient été fusionnés, puis présentés au monde comme un seul texte. Les chercheurs interprétaient depuis des années un document qui n'avait jamais existé. Les 2 fragments en peau de vache provenaient du même livre biblique. Et ce que l'ADN révéla à propos de ce livre fut la découverte la plus troublante de toutes. Les 2 Jérémie et la Bible qui n'étaient pas encore achevés. Les 2 fragments en peau de vache provenaient du livre de Jérémie. Jérémie est l'un des livres les plus importants de la Bible. Il raconte l'histoire d'un prophète qui se tenait à Jérusalem et avertissait son peuple qu'une catastrophe approchait. Il leur expliquait ce qui arriverait s'ils ne changeaient pas de voie. Ils refusèrent d'écouter, et la destruction survint exactement comme il l'avait annoncé. C'est un livre qui parle d'avertissement, de refus et de conséquences. Mais lorsque les scientifiques examinèrent ces 2 fragments, ils découvrirent quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'origine du parchemin. Ces 2 fragments n'étaient pas 2 copies du même livre. C'étaient 2 versions totalement différentes du livre de Jérémie. Une version était plus longue. Elle correspondait à la Bible hébraïque actuelle. L'autre était nettement plus courte. Des sections entières en étaient absentes. Les chapitres étaient organisés dans un ordre complètement différent. Il ne s'agissait ni de petites différences, ni d'erreurs de copie. C'étaient 2 livres distincts portant le nom du même prophète et transmettant des messages différents. Les chercheurs savaient depuis longtemps que 2 versions existaient. Ils avaient débattu sans fin de leur signification. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'erreurs de scribes. D'autres pensaient qu'une version avait été abrégée à partir de l'autre. D'autres encore soutenaient qu'elle provenait d'époques différentes. Personne ne pouvait le démontrer. L'ADN a tranché. Des animaux différents, des profils génétiques différents et très probablement des régions différentes. Ces 2 versions de Jérémie n'étaient pas des variantes issues d'une même tradition. Elles représentaient 2 traditions totalement indépendantes, rédigées, copiées et préservées par 2 communautés distinctes vivant dans différentes régions de l'ancienne Judée au même moment, sans qu'aucune ne semble avoir connaissance de l'existence de l'autre. Et chacune de ces communautés croyait que sa version représentait la véritable et sacrée parole de Dieu. Voilà ce que cela signifie. À l'époque où ces rouleaux étaient rédigés, la Bible n'était pas encore un livre achevé. Son contenu était encore en cours de définition. Différentes communautés possédaient différentes versions des mêmes écritures et les considéraient toutes comme également sacrées. Personne n'avait encore déterminé quels mots étaient corrects et lesquels ne l'étaient pas. Cette décision est venue plus tard. À un moment donné, un groupe de personnes a examiné les 2 versions de Jérémie et en a choisi une. La version longue est entrée dans la Bible hébraïque. La version courte a fini brisée en fragments au fond d'une grotte du désert. Tout ce qui figurait dans ces sections manquantes a disparu. Tout ce que la version courte disait et que la version longue ne disait pas, tous les chapitres réorganisés, tous les mots supprimés lorsqu'une décision fut prise sur la version qui survivrait, la majeure partie ne pourra probablement jamais être entièrement reconstituée. Et cela va encore plus loin. La version courte de Jérémie, retrouvée parmi les rouleaux, correspond étroitement à la version de l'Ancien Testament utilisée par les premiers chrétiens, une traduction grecque appelée la Septante. La version longue correspond à la Bible hébraïque utilisée par les communautés juives. Cela signifie que la différence entre la Bible juive et l'Ancien Testament chrétien, concernant le livre de Jérémie, n'est peut-être pas une simple question de traduction. Il est possible que les 2 traditions lisent depuis 2000 ans 2 textes sources anciens réellement différents, sans en avoir pleinement conscience. Le professeur Mizrahi l'a résumé simplement. Un rouleau de la Torah dans une synagogue de Kiev aujourd'hui est pratiquement identique, lettre pour lettre, à un rouleau conservé à Sydney. Ce niveau de cohérence semble ancien. Il donne l'impression qu'il en a toujours été ainsi. Les rouleaux de la mer Morte prouvent que ce n'était pas le cas. Cette uniformité est le résultat de décisions humaines, des décisions qui ont effacé des traditions entières du récit historique. Des traditions selon lesquelles de véritables communautés ont vécu, prié et parfois même donné leur vie. Les grottes contenaient les dernières traces de ce que ces décisions avaient fait disparaître. Mais ce que l'ADN a révélé au sujet des grottes elles-mêmes était encore plus sombre que ce que quiconque imaginait. Les grottes n'étaient pas une bibliothèque.
c'étaient des tombeaux. Lorsque l'ensemble des résultats génétiques fut réunis et analysés, une image apparut, une image que personne n'avait clairement distinguée auparavant. Certains parchemins provenaient d'animaux étroitement apparentés, frères et sœurs, parents et descendants, élevés ensemble dans le même troupeau, au même endroit et à peu près à la même époque. Ces regroupements génétiques pointaient vers des lieux précis où des ensembles de rouleaux avaient été produits collectivement, par des communautés locales fabriquant leurs propres textes à partir de leurs propres animaux. Mais ces groupes étaient mélangés à d'autres parchemins n'ayant aucun lien génétique avec le reste de la collection. Des animaux totalement différents, issus de troupeaux différents et de régions différentes. Les rouleaux ne provenaient pas d'un seul centre de production. Ils venaient de nombreux endroits, de communautés réparties dans toute l'ancienne Judée, chacune produisant ses propres textes et les déposant dans les mêmes grottes. Cela donnait un poids considérable à une théorie qui avait été proposée sans jamais être démontrée. Les grottes près de Qumran n'étaient pas la cachette privée d'un seul groupe. Elles constituaient une Guéniza. Une Guéniza est un concept particulier de la tradition juive. Lorsqu'un texte religieux contient le nom de Dieu, la loi juive interdit de le détruire. Il ne peut pas être brûlé, il ne peut pas être jeté. Il doit être conservé dans un lieu sacré prévu à cet effet jusqu'à ce qu'il puisse recevoir une sépulture appropriée. Les communautés de toute l'ancienne Judée apportaient probablement leurs textes usés et endommagés dans ces grottes depuis des décennies, peut-être même depuis des siècles, bien avant que Rome ne représente une menace. Les grottes étaient déjà remplies lorsque la crise éclata. En l'an 68, Rome commença le siège de Jérusalem. En l'an 70, la ville tomba. Le temple, le lieu le plus sacré de la vie religieuse juive, fut réduit en cendres. La destruction fut totale. Des communautés qui existaient depuis des générations furent anéanties en quelques mois. Les gens fuirent. Ils emportèrent leurs biens les plus précieux. Certains emportèrent aussi leurs rouleaux, des textes rédigés sur du parchemin de vache près de Jérusalem, et les transportèrent dans le désert jusqu'à ces grottes, les ajoutant à tout ce qui y était déjà conservé. Puis, ils disparurent. Oded Rechavi a formulé cette idée d'une manière impossible à oublier. Il a demandé aux gens d'imaginer ceci. Israël est entièrement détruit. Chaque communauté a disparu. Chaque bâtiment a brûlé. Et la seule chose qui subsiste est la bibliothèque d'un groupe isolé et extrémiste. Que conclurait le monde sur la vie juive à partir de cette seule bibliothèque? Presque rien de juste. Presque rien de complet. C'est exactement ce que les chercheurs ont fait pendant 70 ans. L'ADN montre désormais que les grottes n'étaient pas la bibliothèque d'un seul groupe. Elles représentaient l'ensemble des écrits religieux d'une civilisation entière, rassemblés à partir de communautés réparties dans toute la région et laissés dans le désert par des gens qui ne sont jamais revenus les récupérer. Et les textes laissés derrière eux n'étaient pas uniquement des prières paisibles ou des écritures sacrées. L'un des rouleaux retrouvés dans ces grottes est connu sous le nom de rouleau de la guerre. Ce n'est pas une méditation religieuse, c'est un manuel militaire. Il décrit avec précision comment organiser des troupes pour le combat, quelles armes utiliser, quels signaux employer sur le champ de bataille et comment anéantir complètement l'ennemi. Cet ennemi est désigné sous le nom de « fils des ténèbres ». Cette catégorie incluait Rome, mais aussi d'autres communautés juives avec lesquelles les auteurs étaient en désaccord. Ce rouleau constituait un plan de guerre sainte contre leurs propres voisins. Plusieurs communautés lisaient ce texte, plusieurs communautés le copiaient. L'ADN le démontre. Il ne s'agissait pas simplement de savants préservant tranquillement une sagesse ancienne. C'étaient des personnes convaincues qu'une guerre finale et catastrophique approchait, et qui avaient rédigé un manuel expliquant comment la mener. Elles se préparèrent à cette guerre. Elles n'eurent jamais l'occasion de la combattre. Rome arrive à la première. L'ADN nous a montré ce que ces personnes ont laissé derrière elles. Mais ce qu'il ne peut pas nous montrer, c'est ce qui a réellement été perdu lorsqu'elles ont disparu. Ce que l'ADN ne peut pas nous dire. L'étude génétique a analysé 26 fragments sur 25 000. Cela représente environ 0,1% du matériel total. Et à partir de cette infime fraction, de cette portion presque invisible, les scientifiques ont détruit une théorie qui dominait le domaine depuis 7 décennies. Tout ce que cette vidéo a décrit, chaque certitude brisée, chaque révélation troublante, provient de l'analyse de moins de 1% de ce qui existe dans ces collections. Ce qui signifie qu'une question plane désormais sur l'ensemble du sujet. Que contiennent les 99,9% restants? Personne ne le sait. Et une partie ne sera jamais connue. Certains fragments se sont réduits en poussière dans les grottes avant même leur découverte. Certaines communautés n'ont laissé derrière elles qu'un rouleau qui n'a pas survécu. Certaines traditions ont reposé sur des textes trop endommagés pour être lus et trop fragiles pour être conservés, déjà perdus avant même que la science ait la moindre chance de les étudier.
Puis, il y eut la rétention d'informations, qui aggrava encore la situation. Un quart complet du matériel des rouleaux de la mer morte demeurait inédit plus de 30 ans après leur découverte initiale. Non pas parce que les textes étaient trop difficiles à étudier, mais parce que le cercle fermé qui contrôlait l'accès avançait délibérément lentement, protégeait son territoire et décidait de ce que le reste du monde pouvait voir et à quel moment. Des textes entiers restaient enfermés dans des tiroirs à Jérusalem, pendant que des chercheurs du monde entier débattaient autour d'un consensus construit sur des preuves incomplètes. Ce que contenaient réellement ces textes cachés, et s'ils auraient changé l'histoire beaucoup plus tôt, est une question à laquelle il est désormais impossible de répondre pleinement. Certains rouleaux étaient rédigés dans des écritures codées, volontairement conçues pour être incompréhensibles. Il a fallu des décennies pour les déchiffrer. L'un de ces systèmes, appelé Cryptic B, n'a été entièrement décrypté qu'en 2025. Les chercheurs débattent encore des raisons de l'utilisation de ces codes. Certains pensent que les scribes cherchaient à dissimuler leur contenu à des communautés rivales ou à des ennemis au sein même de leur propre société. L'ADN peut nous dire de quel animal provient un parchemin. Il ne peut pas nous dire ce que craignait le scribe qui écrivait dessus. Il ne peut pas nous dire de qui il se cachait, ni quel texte lui semblait suffisamment dangereux pour être chiffré. Et l'ADN ne peut pas rendre les personnes disparues. Il ne peut pas nous révéler le nom de celui qui a emporté une version du livre de Jérémie hors de Jérusalem pendant que la ville brûlait. Il ne peut pas nous dire si cette personne était seule ou accompagnée. Il ne peut pas nous dire si elle s'est retournée pour regarder la fumée s'élever derrière elle. Il ne peut pas nous dire si elle croyait, en déposant ses rouleaux dans cette grotte, qu'elle reviendrait un jour les récupérer. Elle n'est jamais revenue. Les rouleaux sont restés dans l'obscurité pendant 2000 ans. Lorsque ce jeune berger lança une pierre dans une grotte en 1947 et entendit quelque chose se briser, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de découvrir. Il venait de retrouver les dernières voix survivantes de communautés que Rome avait effacées de l'histoire. Des communautés possédant leurs propres écritures, leur propre version de la Bible, leur propre compréhension de Dieu, le tout scellé dans des jarres d'argile au milieu du désert, attendant que quelqu'un les écoute. Les scientifiques ont finalement écouté, et ce que l'ADN d'animaux morts depuis 2000 ans leur a révélé est ceci. Ce qui a été perdu est bien plus grand que ce qui a été sauvé, et la majeure partie a disparu pour toujours.